Alors, cette semaine, plusieurs signes présagent de l'arrivée de certains hauts commis de l'État dans les geôles camerounaises avec l'aménagement de nouvelles cellules. C'est véritablement le temps des interpellations et des arrestations. Le rapace plane à nouveau, mais est loin de rassurer l'opinion nationale et internationale sur sa mission d'assainissement de la fortune publique. Certains journaux comme le Diapason ont même titré cette semaine « Opération Épervier ». Pour qui balaie-t-on la cour? Une question qui semble soutenir la thèse d'une opération d'épuration politique. Mais en attendant le temps du Seigneur, selon la une cette semaine de l'hebdomadaire Signature, nous ouvrons ce matin la réflexion sur cette opération qui tient en haleine le Cameroun depuis le 21 février 2006. Quels sont les résultats obtenus jusqu'ici? Les arrestations avec les moyens qu'elles mobilisent sont-elles la seule solution? Ne doit-on pas changer de modus operandi entre la faute de gestion, le détournement et la corruption? Où est la limite? L'autorité de l'État n'en prend-il pas un coup? Ce sont quelques questions soulevées auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses ce matin. En deuxième thématique, nous nous servirons de la une cette semaine du quotidien L'Épervier pour questionner la méthode Paul Atangandi. Le quotidien a en effet évoqué cette semaine que le ministre de l'administration territoriale a démantelé un réseau de trafic d'armes à feu. Une découverte qui aurait motivé le MINAT à signer un important communiqué portant interdiction dans 6 régions du Cameroun de la vente des armes à feu et la fermeture des armureries jusqu'à nouvel avis. Bien avant, il faut dire que l'administration douanière du Cameroun était sur les dents. Dans une note conjointe signée le 26 mars dernier, cette administration avait décidé d'implémenter des mesures de surveillance spéciale de certaines importations. Un renforcement du dispositif de surveillance au port autonome de Douala a été activé pour stopper toute cargaison pouvant contenir un matériel illicite pouvant servir à perpétrer des attentats. Toutes ces mesures surviennent donc alors que le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'Afrique centrale avait déjà tiré la sonnette d'alarme en révélant que plus de 10 millions d'armes à feu de petit calibre circulent de manière illicite dans la CEAC, groupement économique auquel appartient le Cameroun. Les sujets sont donc bien connus, les invités confortablement installés. Cette émission admet l'interactivité. Vous pouvez donc réagir au débat au code d'accès 695 38 79 46, 695 38 79 46, 651 74 11 31. Notre code de conduite reste inchangé. Ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. Le quatrième pouvoir prend possession de votre tube catholique ce dimanche. A tout de suite. Je vais rapidement présenter les invités avec lesquels nous allons dérouler le tapis donc aux invités qui ont choisi et accepté notre invitation ce dimanche. Et je vais commencer rapidement à l'extrême droite par l'un des invités qui nous a rejoint autour de ce plateau. Il s'agit de Jean-Marc Ndjok. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de la branche jeune du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Merci et bon dimanche. Merci d'être venu ce dimanche. Merci Yves. Je suis très ému et je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau interactif. Mes remerciements vont à l'endroit également de toutes les personnes qui, de près ou de loin, sont en train de nous suivre et qui prennent du plaisir à écouter cette semence que nous allons ici même verser pour l'édification du public et des téléspectateurs de votre chaîne qui est la chaîne leader. Alors, première question de prix d'abord. Puisque vous parliez de sémence, et finalement, j'ai presque envie de vous titiller avec cette victoire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais lors des sénatoriales. Le verdict est tombé, 63 sénateurs sur 70. Certains ont dit que c'est une majorité à la limite obèse et soviétique. Oui, c'est une majorité obèse. Je ne saurais démentir quand les chiffres eux-mêmes parlent. Et je pense que au jour d'aujourd'hui, la victoire du parti au pouvoir de l'EGRDPC auquel j'appartiens fièrement est issue d'un travail fait de fond en comble. Ce travail nécessite pas seulement
de l'implication de ses membres, mais aussi de l'adhésion et de la volonté politique qui semble très bien lue de nous jeunes. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons décidé, en ce qui nous concerne personnellement, en ce qui nous concerne en tant que membre de l'OJRDPC, de militer pour ce parti et de tout faire pour que la flamme ne meure pas. Très bien. Juste en face de vous, à mon extrême droite, j'ai l'honorable Alphonse Sopor, qui est issu de l'Union des populations du Cameroun. Honorable, merci d'être venu ce dimanche. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. J'ai presque envie de vous cueillir à chaud avec une question d'actualité avant d'entrer dans le vif du débat ce dimanche. Vendredi dernier, le chef de l'État a pris de nouveaux décrets portant réaménagement au sein de la préfectorale, notamment dans la région du sud-ouest du Cameroun. Vous avez le sentiment que ces nouveaux sous-préfets qui ont été installés et certains ont été révoqués de leurs fonctions fait suite aux multiples rapts qu'on observe dans cette partie du terroir? Oui, vous avez tantôt parlé de la méthode Atangandji. Je crois que c'est ça la méthode Atangandji. Atangandji est un enfant du nord-ouest, c'est-à-dire en réalité de ces régions-là qui ont des problèmes aujourd'hui. Et Atangandji est le patron du renseignement dans ce pays, ça on tend à l'oublier. Donc ça veut dire que s'il a procédé, s'il a proposé au chef de l'État de procéder à ces nominations et à ces affectations, ça veut dire qu'il a le bon renseignement. Donc, c'est certainement pour améliorer la sécurité dans cette partie du pays que le chef de l'État a procédé à tous ces remaniements. Pour vous, ces mesures étaient indiquées compte tenu de la situation? Oui, ces mesures sont certainement indiquées. Je vous ai parlé, il ne faut pas l'oublier, d'un homme qui est à la base, le ministre Atangandji, qui est le patron des renseignements. Et c'est lui qui commande l'administration territoriale, dont la préfectorale. Il ne faut pas l'oublier. Juste à proximité de vous, on a donc Samuel Menon à Besson, qui est issu du Peuple Uni pour la rénovation sociale, dont le premier secrétaire n'est autre que Serge Espoir Matomba. Merci d'être venu ce dimanche. Merci Yves Sanjon. Alors, dernière nouvelle, votre formation politique dans les tractations de coalition, nous dit-on. Avant de répondre à votre question, je voudrais que vous me permettiez de dire bonjour à mes copanélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs et bonjour à tous les militants du PURS partout dans le triangle national. Oui, le PURS s'est engagé dans une logique de mutualisation ou de fédération des partis dite de la nouvelle opposition, l'opposition positive, et nous pensons que, comme un vieux proverbe africain le dit, ensemble, on fait mieux le fagot. C'est donc dans cette logique que nous avons voulu installer notre rénovation, cette façon différente de faire la politique, où, comme notre premier secrétaire le rappelait, en politique, nous ne venons pas pour nous servir, mais être servis. Voilà pourquoi nous pouvons appeler tous les Camerounais de bonne volonté pour que nous nous mettions ensemble pour donner lieu, libre cours à un Cameroun nouveau, un Cameroun prospère. On va vérifier ça si vous arrivez aux affaires. Docteur Bernard Boguin, merci d'être venu ce dimanche une fois de plus. Je rappelle que vous êtes juriste, politologue, systémicien, recteur de l'Université populaire. Merci de nous avoir rejoints ce dimanche dans le cadre de votre banquet dominical. C'est moi qui vous remercie, M. Yves Sanjon. J'ai presque envie de vous cueillir avec cette autre question d'actualité relative à l'avocature. On a parlé des résultats qui sont quasiment tombés. Le taux d'échec n'est pas loin, pratiquement du 2/4 des candidats stagiaires, des avocats stagiaires pour ce concours-là. C'est un signal inquiétant pour le barreau? Oui, à peu près un tiers. Pas un signal inquiétant, ça dépend de ce que les patrons du barreau ont voulu. J'ai l'impression qu'on a transformé un examen de fin de stage professionnel en un concours. C'est-à-dire qu'on a délibérément choisi de prendre un certain nombre et de laisser d'autres. Alors que quand on acceptait environ 1400 candidats dans l'avocature, nous avons eu l'impression que l'État sentait le besoin de soulager les parents de ces élèves
de résorber le chômage à un certain niveau et de beaucoup recruter. Une fois qu'ils avaient passé l'examen d'entrée, ils ont fait un stage de 2 ans. On pensait qu'il s'agissait d'une simple formalité. Parce que si échec il y a également échec de leur maître de stage. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment sur plus de 1300 candidats, il y a seulement 400. Pour un examen, je précise, de fin de stage, qui logiquement devrait être tout simplement une formalité. Je pense qu'il faudrait revoir un peu cet examen-là pour un rattrapage parce que, vous savez, nous avons des problèmes de chômage des jeunes. Il faut trouver le moyen de faire travailler autant que possible les jeunes. Et ces jeunes qui ont montré leur bravoure en passant cet examen d'entrée, il faudrait leur donner l'opportunité de travailler, ne pas faire en sorte que les parents continuent à les prendre en charge parce que ça pèse. Et pour beaucoup d'entre eux, étant donné qu'ils étaient convaincus qu'ils vont prêter serment d'ici peu, peut-être ils avaient déjà pris femme, peut-être qu'ils étaient déjà engagés, et là ça va énormément peser. Merci, docteur Bernard Bougain. Je rappelle qu'on aura un 5e invité qui n'est autre que Bédi Moko. Il est chargé de la communication au sein du Manidem. C'est le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie qui va nous rejoindre dans quelques minutes. On va commencer avec la première thématique de cette émission en rapport avec l'opération Épervier. Vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mon cher Ndiok. Et c'est peut-être avec cette question de prime abord. C'est une opération que l'État du Cameroun a lancée. C'était précisément le 21 février 2006. On avait quasiment atteint le point de l'achèvement des initiatives PPTE et sous la pression de bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux du Cameroun, l'État a donc décidé d'assainir sa gestion. Vous êtes satisfait aujourd'hui de cette opération, plus de 10 ans plus tard? Oui, tout d'abord, je voudrais expliquer ce que c'est que l'opération Épervier. L'opération Épervier est un procédé par lequel l'État ou le régulateur exige de ses gérants ou gestionnaires une attitude correcte face à la fortune publique. Et au jour d'aujourd'hui, les bailleurs de fonds, comme vous le disiez si bien Yves, ont adressé au Cameroun, à notre État, un cahier de charges. Et dans ce cahier de charges, il a été retenu un certain nombre d'éléments, tels que la gestion des biens doit obéir à un certain nombre de critères, parmi lesquels une attitude correcte. Quand je dis une attitude correcte, je veux parler d'une gérance pure et simple selon une orthodoxie, une éthique de gestion. Qu'est-ce qu'on a gagné jusqu'ici? C'est peut-être la question que je voulais vous poser au-delà de ce rappel historique, mon cher Ndiok. Qu'est-ce que le Cameroun a gagné de cette opération aujourd'hui? Qu'est-ce que le Cameroun a gagné? Le Cameroun a gagné déjà, pour moi il y a deux résultats qui sont d'ordre quantitatif et qualitatif. Quantitatif, quant au remboursement, par exemple, je peux dire des corps de l'élite, nous avons assisté il y a quelques jours au remboursement de certaines sommes qui avaient été retenues comme charge à l'endroit de M. Yves-Michel Fosso, s'il faut citer le nom, ainsi, à l'endroit de M. Aman Adama, l'ancien ministre, et d'autres personnes, d'autres personnalités. Et maintenant, en termes de qualité, je crois qu'il y a une édification morale qui est faite. Il y a des personnes, nous avons aujourd'hui certains gestionnaires qui sont aux affaires depuis un certain nombre d'années et qui peuvent jusqu'au jour d'aujourd'hui se prévaloir d'être des exemples pour la gestion de la fortune publique. Honorable Alphonse Sopor, sur les retombées de cette opération Épervier qui a été saluée lors de son lancement le 21 février 2006, on en était tous fiers, il fallait assainir la gestion publique. Plus d'une décennie plus tard, l'opération reprend véritablement son envol. On indique que le rapace est en train de planer. Vous avez le sentiment aujourd'hui qu'en termes de retombées, le Cameroun a pu tirer une dividende? Non, déjà l'opération reprend. Moi, je n'aime pas trop ce verbe-là. L'opération ne reprend pas en réalité. Parce que lorsque vous analysez tous ces dossiers, c'est-à-dire les nouveaux, vous allez vous rendre compte que ce sont de très vieux dossiers. Ce sont des dossiers qui étaient déjà entre les mains du TCS.
Parce que M. Atanganakuna, on ne lui reproche rien dans sa gestion de ses fonctions ministérielles. Au contraire, on lui reproche tout sur la gestion de la SNEC d'abord et de Kamwata. C'est de là que part son inculpation. Donc il a passé 9 années comme ministre, on ne lui a rien reproché. Maintenant on dit il y a 9 ans, il avait fait certaines exactions dont il a détourné de l'argent, etc. Si vous prenez le cas du recteur Bekolo, il n'est plus aux affaires depuis. Il n'est plus aux affaires depuis. Il a été mis en débat il y a longtemps. Il n'est même pas le seul d'ailleurs. Vous savez qu'il y a un autre recteur, le professeur Tabimanga, qui a aussi été relevé de ses fonctions du fait de ce rapport du consup. Mais lui, il est encore en ville. Si demain on le reprend, on va dire c'est la reprise de l'opération Épervier. Non, ce n'est pas encore la reprise. Là, ce n'est pas la reprise de l'opération Épervier. Ils sont de très vieux dossiers. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de l'opération Épervier? En termes de retombées, oui, en termes de retombées. On doit en être fier. Si l'objectif avait été de demander à tous ceux que nous soupçonnons de ramener ce qu'ils ont pris, on aurait agi autrement. On aurait agi autrement que de les mettre en prison. Parce que vous les mettez en prison, vous ne savez même pas quels sont leurs comptes. Peut-être vous voyez les comptes visibles d'ici. Vous voyez les comptes visibles. Mais il y a des prête-noms dans ce pays qui jouissent de cet argent. Et ces prête-noms sont en liberté. Donc, si l'objectif vraiment était de récupérer ce qu'ils ont pris, on aurait agi autrement. Tout ne s'arrête pas au niveau de ce que nous voyons. Si on veut vraiment moraliser la société, vous voyez tous ces immeubles qui poussent comme des champignons. En même temps, nous disons que nous n'avons pas d'argent. Nous sommes un pays très pauvre et très endetté. Le budget fixé, on n'arrive jamais à le réaliser. Vous vous demandez donc, mais l'argent sort d'où? L'argent sort d'où? Donc, si on veut vraiment mener à bien cette opération Épervier, pour qu'elle rapporte en termes financiers à l'État, il faudrait agir autrement. Donc pour vous, ça ne rapporte pas grand-chose jusqu'ici? Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, parce que vous ne pouvez pas détourner des milliards tels qu'on nous les présente et vous allez les loger dans un compte bancaire. Même si c'est un prête-nom, le nom de votre fils, le nom de je ne sais qui, il y a quand même des organes de contrôle dans ce pays qui vont vouloir comprendre ou bien savoir d'où vient cette somme que vous déposez dans votre compte. Parce que prenez un exemple. Moi, je prends toujours un exemple, mon exemple. Si vous allez à la banque là maintenant, vous venez déposer 500 000 francs. 500 000 francs. On va vous demander l'origine de ces fonds. Vous devez remplir un document. Alors, je comprends comment quelqu'un peut déposer des milliards dans un compte bancaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet argent ne se trouve pas dans des comptes bancaires. On parle même des paradis fiscaux. Cet argent ne s'y trouve pas. Cet argent se trouve dans notre pays. Tous ces immeubles que vous voyez pousser, Douala, Yaoundé, etc., il faut se poser des questions. On vous présente un enfant de 30 ans, 35 ans, et on vous dit qu'il a un immeuble de 10 étages. Mais il faut se poser des questions. Pourquoi on ne se pose pas toutes ces questions? On les prend, on les met en prison, mais ça ne leur dit rien. La preuve, en prison, ils vivent bien. Ils vivent très très bien. Ça, c'est ce qu'on oublie, parce qu'il y a des satellites à l'extérieur qui continuent à alimenter les affaires, qui continuent à faire fonctionner les comptes. Mais ce sont ces satellites qu'il faut prendre. Il ne faut pas s'arrêter au niveau, on va jusqu'aux îles Caïmans pour voir s'il y a des comptes fournis. Ça, c'est une perte de temps. Et c'est encore un gaspillage de notre argent. Nous n'en avons même pas. Samuel Menon Abessan, vous qui êtes du Peuple Uni pour la Rénovation Sociale, j'ai presque envie de vous relancer sur quasiment la même question. Est-ce qu'on devrait être satisfait du déroulement de cette opération Épervier au Cameroun? Avez-vous le sentiment que la mission d'assainissement de la fortune publique est bel et bien en marche? Merci Yves pour cette question. Avant d'y répondre, je voudrais d'abord réagir par rapport au propos de M. Ndiaye du RDPC qui
tout à l'heure semblait être très mal à l'aise quand il était question de faire le bilan sur cette opération Épervier, mais qui, propre aux traditions de ce parti, a fini par nous dire que c'était une réussite au double plan qualitatif et quantitatif. J'ai envie de rire. Parce que Maître Sob, l'honorable Sob vient de le dire. L'honorable Sob vient de le dire. Quand nous nous remettons à l'évidence des montants détournés, c'est qui parfois fraudent des centaines de milliards. Personne ne nous a dit dans cette République un jour que nous avons pu retrouver 50 milliards en attrapant ces messieurs. Maintenant, quand j'ai dit cela, je voudrais revenir sur la position du PURS par rapport à cette opération Épervier. En fait, l'opération Épervier, c'est pour ceux qui sont africains, et Dieu merci, ici, nous le sommes, et avec la grande majorité de vos téléspectateurs. En Afrique, l'épervier est un rapace qui s'attaque à la mère poule et à ses enfants. Très souvent, l'épervier va venir prendre les enfants et laissant la mère poule. Maintenant, je voudrais me poser la question de savoir ce matin, la mère poule ici serait qui? Parce que l'épervier ne prendra pas la mère poule. Eh bien, je vais répondre à ma question. La mère poule, c'est le système en place, c'est le système qui gouverne, c'est le système qui règne au Cameroun depuis de nombreuses années. Maintenant, pour savoir si est-ce que nous sommes satisfaits par rapport à cette opération, je vais dire, cette opération nous donne plutôt des craintes et des sueurs froides. Parce que le Cameroun fait face à deux menaces aujourd'hui. C'était d'abord Boko Haram. Ensuite, ce qu'on appelait en parenthèse les terroristes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je vais dire, il y a une troisième menace qui pointe son nez. C'est bel et bien ces anciens gestionnaires dans la grande majorité du parti de M. Ndjok qui se retrouvent dans des géoles bien climatisées comme votre studio, qui pourrait constituer une autre menace. Pour nous au PURS, l'opération Épervier est même une autre menace. Voilà pourquoi nous prêchons le retour à la rénovation. Le retour à la rénovation, le retour à une politique où servir est le leitmotiv et non se servir. Voilà pourquoi nous demandons à tous les partis camerounais tels que l'UPC, dont nous avons beaucoup de respect, de M. Sopo, et le Manidem, qui est le frère de l'autre, à rejoindre la grande dynamique pour que nous construisions, pour que nous mettions en place ce Cameroun nouveau, sans les dirigeants actuels, sans le parti actuel. Donc, je rappelle que l'émission admet l'interactivité. Hein, donc, si vous vous sentez interpellé, vous pouvez à tout moment réagir. Et l'émission également admet l'interactivité. Vous pouvez réagir par SMS au code d'accès qui s'affiche. C'est le 695 38 79 46, 695 38 79 46, 651 94 11 31. C'est les codes d'accès pour participer uniquement par SMS au débat. Docteur Bougain, je voudrais rapidement vous faire réagir d'abord sur le bilan de cette fameuse opération Épervier, mais avec une question en toile de fond. Vous êtes juriste de formation. On a presque envie de comprendre c'est quoi la différence entre une faute de gestion, puisque l'honorable Sopor parlait justement du cas de quelques recteurs qui ont été mis en débat par des rapports du Conseil supérieur de l'État. Quelle est la différence entre la faute de gestion, le détournement et la corruption? Bon. Permettez-moi de d'abord dire que un détournement, c'est avant tout une faute de gestion. Et qu'on ne peut pas détourner, pense-t-on, sans avoir corrompu. Bon, maintenant, la corruption et le détournement des deniers publics sont des infractions pénales, alors que la faute de gestion, c'est un constat administratif. Et sur le plan de la procédure, on peut dire que la faute de gestion s'opère lorsque vous n'avez pas respecté toutes les procédures requises, toutes les procédures légales. Quand vous omettez une procédure, il y a une faute de gestion. Bon, maintenant, un détournement des deniers publics, comme son nom l'indique, c'est le fait pour un individu de s'approprier les deniers de l'État, surtout, mais aussi le fait que ces deniers de l'État soient appropriés par d'autres. C'est également le fait
de détourner les deniers de l'État de sa destination légale. Bon, maintenant, quand on parle de corruption, suivant les conventions internationales, on a l'impression qu'on a classé les détournements des deniers publics dans le cadre de la corruption. Mais la corruption, c'est le fait pour quelqu'un d'obtenir par des moyens illégaux un avantage, un service qu'il n'aurait pas dû avoir en marchandant. Là, je ne donne pas la définition du code pénal, puisque je n'ai pas le code pénal devant moi pour lire. Mais on peut parler d'une corruption active et d'une corruption passive. Ce qui est certain, c'est que lorsque quelqu'un doit rendre un service, si vous venez, par exemple, lui donner de l'argent pour qu'il puisse vous rendre ce service, alors qu'il n'aurait pas dû, vous êtes en train de le corrompre. Quand bien même il aurait dû vous rendre ce service, s'il le fait parce que vous lui avez donné de l'argent, parce que vous lui avez proposé un service ou un bien, il s'agit d'une corruption. Bon, maintenant parlant... Justement, allez-y, développez très rapidement, puisqu'on oui, va permettre à Bédimo de greffer un mot. Sur le bilan de cette opération, Dr Bougain, on devrait applaudir. Je rappelle simplement que le ministre en charge de la justice avait rapporté quelques éléments en numéraire de cette opération. On parlait de pratiquement 2 milliards qui avaient été collectés dans le cadre de la restitution du corps du délit. On devrait se satisfaire du déroulement de cette opération aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu de l'argent ramené dans les caisses de l'État par ce que vous appelez opération épervée. C'est une certitude. Au moins 1 milliard. Maintenant, il y a au niveau de la haute sphère de l'État un certain découragement pour ceux qui avaient l'habitude de détourner des deniers publics. Mais pour moi, le bilan le plus satisfaisant, il peut être politique, c'est-à-dire que vous allez voir que les réseaux les plus puissants ont certainement réussi à démanteler les réseaux les moins puissants. Parce que vous savez, selon Jean-Paul Sartre, lorsque vous faites de la politique, vous avez les mains sales. Et plus vous vous installez dans la haute sphère de l'État, plus vous vous salissez les mains, et plus le prince, qui a bien lu le prince de Machiavel, peut faire usage de cet atout ou de cette arme. Parce que ne perdez pas de vue que le détournement des deniers publics, autant il est une arme politique d'ascension sociale, parce que les gens qui gèrent les deniers publics s'en servent pour acheter des postes politiques, pour constituer des réseaux clientélistes. Autant, il peut s'agir d'une arme politique de destruction massive. C'est-à-dire que dans le cadre de la compétition politique, parce que le gouvernement est un champ politique, c'est-à-dire un champ concurrentiel, vos ennemis, ils vont remuer ces casseroles que vous traînez, parce que forcément vous avez les mains sales, pour vous mettre hors d'état de nuire ou pour démanteler vos réseaux. Et surtout en ce temps où il y a beaucoup d'élections, il y a à peu près 5 élections ou 4 élections qui auront lieu. Sachez que les différentes clientèles, réseaux clientélistes se font concurrents parce qu'il faut positionner les gens, ainsi de suite. Et cette concurrence, dans tous les pays du monde, on fait recours à cet atout, à cette ressource qu'est l'infraction pénale. Prenez le cas de la France, prenez le cas du Brésil, vous allez voir que les hommes politiques sont tout le temps dans le cadre de la concurrence, ils ont mal à partir avec la justice du fait de leurs concurrents, pas forcément du fait du pouvoir judiciaire. Et là, on peut parler d'une instrumentalisation Très bien. de la justice. Bédimo, opération épervier, merci d'être venu. Vous êtes chargé de la communication du Madidem. Je l'ai indiqué avant que vous ne vous installiez autour
de ce plateau. Le Malidem, c'est le parti, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. On parle de l'opération Épervier. D'abord, on voudrait dresser un bilan de cette opération depuis 2006. C'est une opération qui, à votre avis, porté des lauriers? Pour commencer, je crois qu'il convient que je demande des excuses pour être arrivé en retard. Vous savez, le Malidem, il tient toujours à répondre à vos invitations. Comme celle-ci, bien qu'elle soit arrivée tard, nous avons tenu absolument à être présents sur ce plateau. Pour revenir à la question posée, le seul bilan que l'opération Épervier devrait avoir, c'est-à-dire le seul résultat positif que l'opération Épervier devrait avoir, ce serait donc de décourager définitivement les Camerounais à faire cette prédation sur la fortune publique. Et là, ce n'est pas ce qu'on remarque. C'est moins les fonds qu'on pourrait ou rapatrier ou bien recueillir de cette opération que ce découragement, c'est-à-dire ce changement radical des mentalités de ceux qui ont la gestion de la fortune publique. Or, on ne remarque pas cela. On ne remarque pas cela pourquoi? Parce que parler de l'opération Épervier comme nous sommes en train de faire là, c'est parler des faits. Or, l'opération Épervier est bien au-delà des faits conjoncturels que nous vivons, comme les arrestations spectaculaires, et puis cette espèce de théâtralisation et mise en scène qui est devenue comme le principal objet même de cette opération. Ce n'est pas parce que M. Dupuis a eu des mots gentils envers le Malidem, mais la réponse qu'il donne tout à l'heure est un peu dans le sens de ce que ça devrait être. Ces opérations que nous remarquons là s'inscrivent dans un contexte. Et le contexte, c'est quoi? Le contexte général est que nous vivons sous un régime néocolonial qui se nourrit de la prédation de la fortune publique et de la richesse du pays. Néocolonial, c'est-à-dire il arrive après la colonisation que nous avons connue des Blancs. Et la colonisation, c'est quoi? La colonisation, c'est par essence le pillage par la puissance colonisatrice du pays. Et cette colonisation s'est muée maintenant en néocolonisation avec pour auteur des nationaux. Ce système ne vit que de cela. C'est un système qui vit de la prédation de la fortune publique. Pris comme ça, considérer l'arrestation de tel ou tel, ce sera comme des épiphénomènes, parce que le problème de fond est donc de sortir de ce système néocolonial qui vit de la prédation, du vol, du pillage du pays. Voilà. Et puis, on ne peut donc avoir aucun résultat tant que ce système n'est pas en lui fondamentalement démantelé et mis de côté. Voilà Jean-Marc, vous allez réagir, Dr Bougain, juste après Jean-Marc Ndiok. J'ai presque envie de vous relancer avec cette deuxième question. Au regard des moyens, et Bédi Moko l'évoquait tout à l'heure, on a une sorte de théâtralisation de cette fameuse opération Épervier, ce qui laisse d'ailleurs penser, on va y arriver, à une sorte d'opération d'épuration politique. Mais la question de fond que je voudrais vous adresser, c'est celle de savoir, au regard des moyens mobilisés par l'État pour mettre en mouvement cette vaste opération d'assainissement de la fortune publique, est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution? Avant de vous répondre, Yves, je voudrais commencer par embrayer sur l'assertion de M. Menon tout à l'heure, qui semblait faire une théâtralisation obscure de la gestion, de notre gestion, alors de notre gérance du pays. Bon, M. Menon, je voudrais vous rappeler qu'il y a eu remboursement déjà du corps de délit. Il commence à y avoir remboursement. Et à hauteur même des milliards, s'il faut vous édifier ainsi. Mais le reproche, ou alors le reproche qui pourrait être fait, selon vous, en ce qui concerne l'intérêt de la gestion de la fortune publique, pourrait reposer sur des gérants indélicats qui ont été nommés par le système. Mais c'est des Camerounais, au préalable, qui ont forcément eu un parcours, je voudrais dire académique, bien connu, qui se sont démarqués de la société et qui ont bénéficié de la confiance du chef de l'État ou alors des ministres de tutelle qui, une fois aux affaires, au lieu de servir les Camerounais, au lieu de servir les Camerounais, se servent. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont accusés, par après de faute de gestion. Maintenant, en ce qui concerne la réaction du docteur tout à l'heure, je voudrais à la fois mettre un pont
sur la faute de gestion et le détournement. Qu'est-ce que c'est qu'une faute de gestion? La faute de gestion, généralement, est régulée par, est généralement constatée par les tribunaux. Constatée par les tribunaux, ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a une omission, ou alors lorsqu'il y a un acte posé par un gérant ou alors un mandataire d'une société publique ou parapublique ou alors d'un ministre qui, au-delà du service public, se sert soi-même, au cas par cas, les tribunaux sont compétents pour définir, ou alors pour arrêter, ou alors pour statuer ce qui est de cet acte, s'il est une faute de gestion ou même un détournement, lorsqu'il va jusqu'à être dans de l'ordre de matière à être financier. Donc, en d'autres termes, c'est ce que je voudrais vous dire. Très bien. À la question que je voudrais vous adresser, vous allez réagir, Dr Bouguin, est de savoir, est-ce qu'il n'y avait pas une autre façon de gérer cette opération? Est-ce que la manière avec laquelle cette opération se déroule aujourd'hui vous satisfait? N'y avait-il pas une autre solution? C'était la deuxième question que je vous adressais. À mon avis, il n'y a pas une autre solution. Il faut d'abord être répressif pour que l'État puisse maintenant, à travers ces instruments tels que le TCS, entrer en possession de l'argent détourné. Alphonse Sopos, oui. Ça vous fait sourire les arguments développés par M. Ndjong? Oui, ça, non, je ne dirais pas que ça me fait sourire, ça veut dire que ça ne me fait pas sourire. Mais je voudrais revenir sur ce que le docteur Bouguin m'a dit, parlant des différentes définitions. Hein. Le détournement, il est physique, c'est-à-dire, on vous a confié un budget pour une destination bien connue, pour mener des opérations bien connues. Vous détournez toutes ces sommes ou bien une partie de ces sommes à votre seul profit. Ça, c'est le détournement. Il est physique. Lui, on peut facilement dire qu'il a détourné 10 000 francs, il a détourné 20 000 francs, il a détourné 50 000 francs. Le détournement est physique parce qu'il est financier. Par contre, la faute de gestion, elle n'est pas physique. Donc, quand on prend les gens, on vous dit, on l'a pris pour faute de gestion, pour détournement et pour je ne sais quoi. Je crois que là, il y a une confusion. Parce que la faute de gestion ne peut être définie que par le juge. Ça veut dire que vous passez déjà en jugement. Et le juge détermine qu'effectivement, ici, ou le juge d'instruction dit, effectivement, là, il y a une faute de gestion. C'est quoi la faute de gestion? Tout le monde peut en faire. Hein? Un gestionnaire peut prendre la décision, une mauvaise décision, qui va faire que l'entreprise connaisse des problèmes financiers par la suite. Ça, c'est une faute de gestion. Mais il n'a pas pris de l'argent. Mais la décision qu'il a prise a causé une perte à l'entreprise. Ça, c'est une faute de gestion. On peut prendre la décision d'aller privatiser une société qui n'a aucun problème. La société n'a aucun problème. Et si nous disons que la faute de gestion peut aussi être cela, vous voyez que presque tout le gouvernement n'a fait que des fautes de gestion. Parce que la privatisation de la SONEL, la privatisation de la Régie Fercam, la privatisation de la SNEC, on ne voit pas pourquoi ces sociétés ont été privatisées. Voilà des sociétés qui étaient bien. Et un jour, quelqu'un se lève, il prend la décision de les privatiser. La privatisation de l'ONCPB. Vous voyez tout ce que nous connaissons maintenant dans le monde agricole. Parce qu'il n'y a plus un organe tel que l'ONCPB qui soutenait l'agriculteur. Ça, c'est une faute de gestion pour celui qui a pris cette décision. Et seul le juge peut qualifier ces fautes de gestion. Donc, prendre des gens, les mettre en prison en disant, oui, il y a eu faute de gestion, il y a eu détournement, il y a eu je ne sais plus quoi. À partir de là, sur la forme, l'opération a un peu raté. Maintenant, on peut prendre tout le monde. Hein. Je vous prends le cas de la Camsuco, Sosucam, des sociétés de l'État, de la SNI, mais qui fonctionnaient très très bien. Un jour, on vous dit non, il faut privatiser ces sociétés. Et qui est-ce qu'on prend pour mettre à la tête de la société? Quelqu'un qui était directeur général de la société
défunte. Vous avez le cas de la CAMSIP. Donc vous voyez qu'il a bossé, si vraiment on veut appliquer l'opération épervier, si on veut l'étendre pour moraliser, parce que moi c'est ça le problème, pour moraliser la société, beaucoup de personnes vont se retrouver à Konenge ou à Nouvelle. Parce que des fautes de gestion, il y en a tellement eu dans ce pays, et des détournements surtout. Des détournements, parce que vous ne pouvez pas être directeur général quelque part. On dit non, on va privatiser cette société, et vous dites, et vous remettez là-dedans, comme privé déjà, et vous êtes le directeur général. Vous voyez que si on va vraiment dans ce pays, si on veut moraliser, et si on veut appliquer les notions telles qu'elles sont, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont suivre le chemin de Kondengui et de Nouvelle. Bon, maintenant, on en prend quelques-uns. Est-ce que cela arrête les autres? Non, ça n'arrête pas. Au contraire, les gens continuent parce que l'objectif n'a pas été bien défini. Si l'objectif avait été bien défini, je crois que ça aurait moralisé beaucoup de personnes. Mais vous voyez que même de façon spectaculaire, de façon humiliante, on prend X, on le met en prison, et ça n'empêche pas que son voisin, qui a assisté à tout cela, refasse la même chose. Parce que le système, il est plus long qu'on ne le croit. C'est le système qu'il faut changer et il part de la base, à partir de l'éducation. Il faut peut-être changer le système. Bédi Moko, je vais vous permettre de réagir sur une question, tous ensemble, en vous prenant des cas de figure pour mieux étayer la question que je vous ai adressée sur faut-il changer de motus operandi. Je prends le cas de ceux qui ont déjà été condamnés par la justice, notamment le TCS. On prend le cas d'Yves Michel Fotso, qui a été interpellé en 2010, l'ancien patron de la compagnie Ariane Kamer. Il avait été condamné en avril 2016 à la peine à perpétuité pour détournement de 50 milliards de francs CFA constaté entre 2000 et 2009. Le même Yves Michel Fotso est accusé d'avoir créé des sociétés écrans à travers lesquelles il vendait les services. Il vendait des avions, il affrétait ou louait des avions en tout cas à la compagnie nationale aérienne. Il a également écopé de 25 ans d'emprisonnement en coaction cette fois-ci avec Marafa Amidou Yaya dans le cadre de l'acquisition de l'avion du président de la République, Paul Biya. Jean-Marie Tangana Bebara, ancien secrétaire général à la présidence de la République, avait écopé de 25 ans d'emprisonnement. C'était le 23 juin 2016 pour détournement courant juin 2013 de 4,44 millions d'euros destinés à l'acquisition d'un avion du président de la République, Paul Biya. Ephraim Inoni, Premier ministre entre 2004 et 2009, avait été arrêté le 16 avril 2012 et condamné à 20 ans d'emprisonnement dans le cadre de cette même affaire liée à l'acquisition d'un nouvel aéronef du chef de l'État. Ce sont quelques cas de figure avec justement la question à laquelle je voudrais vous soumettre. N'y avait-il pas d'autres solutions? Que font les unités de surveillance? Que faisaient les rapports de la CONAC, de la NIF, du contrôle supérieur de l'État, pour qu'on constate autant de détournements sur une telle période sans que l'on ne puisse saisir la justice? Bon, tout à fait. Vous savez, Yves, parler de cette opération cas par cas risque de nous détourner même de l'essentiel. Parce que ça me permet de revenir à ce que l'honorable Sopot disait tout à l'heure. Quand il parle de privatiser une société qui marche un peu normalement, vous pensez que c'est un seul individu au Cameroun, fut-il ministre ou qui que ce soit, qui va décider un jour de privatiser une société? Je ne pense pas. Deuxième question, pensez-vous que ces privatisations à l'emporte-pièce là, elles n'ont profité à personne? Moi je dirais si elles ont profité aux gens. Vous avez essayé de voir qui est derrière les sociétés, les écrans et tout ce reste-là qui viennent reprendre les sociétés privatisées. C'est ceux qui ont privatisé qui très souvent sont derrière les repreneurs. C'est-à-dire c'est eux-mêmes, c'est les capitaux qui sont derrière. Donc, là, à prix comme ça, ces fautes de gestion rejoignent la corruption ou le détournement parce qu'ils ont privatisé pour reprendre eux-mêmes. Voilà. Je reviens maintenant sur ces cas. Vous savez, on l'a déjà dit. Nous sommes comme un malade de sida qui
a des furoncles, qui a la toux, qui a la diarrhée, puis on se met à regarder le furoncle, oubliant que c'est toute une maladie. C'est tout un système, on a commencé à le dire tout à l'heure. C'est un régime qui a institué, installé cette forme de détournement pour survivre, c'est-à-dire son objectif, c'est la prédation de la fortune publique. Maintenant, ils se mordent le nez, ils se règlent leur petit compte là en arrêtant tel ou tel, mais le fond du problème reste que il faut absolument démanteler le système néocolonial qui gère nos pays, le Cameroun et peut-être beaucoup d'autres pays d'Afrique. Voilà pourquoi je dis, moi vraiment, prendre cette opération cas par cas, ça risque de mettre c'est juste observer la périodicité sur les détournements pour lesquels ces personnes ont été épinglées, se questionner justement, est-ce qu'on n'a pas mis du temps justement, est-ce qu'il n'y avait pas des signaux à la base qui présageaient justement de tels détournements, et pourquoi a-t-on laissé faire pour attendre une certaine période comme celle-là, après que ces personnes aient amassé autant d'argent pour décider de les interpeller? Voilà, tout simplement parce que ceux qui ont mis en place cette opération, ils n'y croient pas eux-mêmes. Vous pensez que c'est détournement dans un pays qui a autant d'organes de contrôle, de surveillance, de renseignement? Vous pensez que c'est du jour au lendemain comme ça qu'on détourne des milliards et des milliards? Ils savent bien que ça se passe, parce que c'est toute une mafia organisée, c'est un système mis en place. Et voilà pourquoi ça n'arrive même pas à décourager les autres, parce que c'est une mafia, c'est un mode de fonctionnement. Je l'ai dit tout à l'heure, le résultat positif qu'on devrait attendre serait que cela ait assaini effectivement les mœurs et qu'on ait peur désormais de détourner. Tel n'est pas le cas. On est très surpris que pendant qu'on arrête, et au-delà de ce que je disais tout à l'heure, le voisin, lui, continue à détourner, on va l'arrêter le lendemain. Parce qu'ils sont pris dans une spirale, c'est un système qui tourne, et puis on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas se sortir de ce système comme ça. On est entraîné par cette spirale. Un détournement, il profite peut-être pas seulement à celui qui a détourné, il profite à beaucoup d'autres. Lui disait tout à l'heure que on fait des détournements pour s'acheter des postes ou pour se faire doubler ou reconnaître. C'est donc ça. Le problème, c'est tout un système qui est pourri jusqu'à la moelle et qu'il faut mettre de côté. Mais non regarder les problèmes cas par cas. Très bien. Oui, Docteur Bougain, vous allez réagir pour que l'on ait la réaction de Ndjok. Tout à l'heure, vous réagissez rapidement. Je rappelle aux téléspectateurs que nous ne prenons pas d'appel. Hein. Vous pourriez continuer à réagir.